Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle Actu du Geek. Alors ce dimanche il m'est arrivé deux choses très importantes, et oui deux choses très importantes. La première ça a donné ça. Et oui, et la deuxième ça a donné ça. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi je suis passé par ces deux états. On va parler bien entendu de TCL 825, C825. On va parler aussi de FSR, on va parler de Xbox et on va parler d'urine et vous allez voir pourquoi. A tout de suite. Alors comme vous avez vu avant de démarrer cette vidéo, eh bien il y a un peu moins de sujets pour deux raisons. Premièrement parce que l'actu du jeu vidéo est quand même assez pauvre, entre guillemets bien entendu. Elle est ralentie, donc je ne vais pas inventer des sujets, je n'aime pas placer des sujets qui sont inutiles. Et puis parce que j'ai eu des remarques de certains abonnés, d'ailleurs je ferai sans doute un sondage dans le futur pour en parler, qui m'ont dit que peut-être que j'avais trop de sujets dans une vidéo, et que voilà, donc ils s'intéressaient à certains sujets mais pas à d'autres, et du coup ils bypassaient la vidéo. Donc je vous demanderai votre avis, on parlera d'ailleurs de la chaîne parce que au mois de mai ça a été un très bon mois et au mois de juin un peu plus ralenti comme mois, donc on verra dans le futur, eh bien en fonction de vos retours, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé dimanche pour avoir cet état catastrophique, cet état terrorisé? Eh bien, je me suis levé tranquillement, j'ai rejoint mon épouse pour prendre le petit déjeuner, en fait un café le matin, tranquillement avec elle, j'ai discuté, et ensuite je me suis dit, tiens, je vais aller voir la Xbox et la PS5, je vais leur dire coucou, pour aller voir un petit peu s'il y a des nouveautés dessus, pour parcourir un petit peu le PlayStation Store, et bien entendu, le Game Pass. Et je suis arrivé, et je peux vous dire que j'ai ouvert de grands yeux. Parce que le Felis Catus, célèbre Felis Catus, vous ne savez pas qui c'est, eh bien c'est ça, c'est mon chat. Et oui, mon chat était monté sur la Xbox Series X. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a uriné dans la Xbox Series X. Oui, tout à fait, il a uriné dans la Xbox Series X. Vous savez, par les tout petits trous que j'ai dit à l'époque, oula, mais attention, il y a des trous au-dessus, faut pas faire n'importe quoi avec. Voilà, vous imaginez mon état. Alors bien entendu, j'ai pas pris de photos et de vidéos pour la chaîne. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, je ne pensais pas trop à la chaîne YouTube. J'étais plutôt catastrophé. Donc le chat, ben, j'ai pensé d'abord à faire ça. Ou ça. Mais bon, mon épouse n'étant pas très d'accord, et accessoirement, eh bien la SPA pouvant me tomber dessus, ou inversement, eh bien entendu, je n'ai rien fait, rassurez-vous, au chat, un chat qui est jaloux, parce qu'il a 14 ans, d'un autre chat un peu plus jeune, et oui, le voilà, et donc les deux chats, voilà, s'entendent moyennement, et donc mon vieux chat s'est vengé sur ma Xbox Series X, c'est assez étonnant, mais comme quoi c'est assez intelligent, il m'a vu jouer, il a dit, tiens, toi tu vas voir. Donc, bien entendu, j'ai regardé pour la démonter, impossible, vous savez, il y a un petit bandeau, une étiquette, une protection pour la garantie, justement, c'est-à-dire que si vous percez ce bandeau pour dévisser les deux vis, pour démonter le bloc, eh bien c'est fini, vous n'avez plus de garantie. Et comme bien entendu, mon chat avait uriné à l'intérieur de la Xbox, je n'allais certainement pas la démonter, donc du coup, je l'ai retourné, sèche-cheveux, voilà, tout un travail, avec bien entendu une crainte qu'elle ne redémarre jamais. Eh bien, je peux vous dire que c'est du matériel américain, certes fabriqué en Chine, mais américain, car au bout de 2 heures, elle a redémarré, voilà. Alors passons quand même à la nouvelle qui m'a réjoui le soir, et oui, enfin un test, le test du TCL C825 est arrivé, un test officiel. Donc je remercie Fred et tous ceux qui m'ont fait des retours sur leur C825, mais disons que j'attendais quand même un test un peu plus officiel. Et vous allez voir, il va se découler quelque chose d'assez intéressant sur les puces Mediatek, on en parlera après, parce qu'il y a également un test de HDTV test de Vincent sur le A90J Sony, excusez-moi, le A80J Sony. En l'occurrence, il y avait déjà eu un test A90J, et il y a eu le test A80J Sony, le OLED, qu'a testé, bien entendu, Vincent, et c'est très intéressant pour un détail en particulier. Mais revenons d'abord sur le TCL C825. Alors je vous conseille vivement, si vous ne connaissez pas, mais bien entendu vous connaissez tous ceux qui s'intéressent au téléviseur, la chaîne de PP World, c'est très intéressant. Les tests qu'il a fait, on a en fait des tests exhaustifs sur cet écran, et au moins on peut savoir à quoi s'attendre, et on s'attend à du très bon. C'est ça qui est intéressant, rapport qualité-prix bien entendu, et bien cet écran est très bon. Grosso modo, la colorimétrie est bonne, l'image est très belle, un très beau piqué.
Bien entendu, il y a le contraste qui est assez énorme puisqu'on est à 14 500 à peu près de contraste sur 1 par rapport au X10, vous savez, l'écran précédent mini LED, parce que TCL ça fait longtemps qu'ils font du mini LED, j'en avais parlé plusieurs fois, qui était plutôt à 4000 pour 1 en termes de contraste. Pour exemple, le concurrent actuel c'est le QN95A de Samsung, le mini LED de Samsung qui est à 7850 pour 1 de contraste, donc ce TCL est meilleur en contraste même que le Samsung qui est quand même plus cher. En termes de pic de luminosité, c'est assez intéressant ce qu'a rapporté PP World, c'est qu'ils ont baissé un peu volontairement le pic de luminosité, c'est-à-dire qu'il est à 1000 candela par mètre carré, ce qui est déjà quand même beaucoup, hein, c'est vraiment très très bien. Et c'est ce que m'avait rapporté d'ailleurs Fred, qui m'avait dit en termes de pic de luminosité, j'ai l'impression qu'il est un peu moins lumineux certaines fois que mon ancien Samsung. Et oui, apparemment TCL a fait exprès de diminuer ce pic de luminosité pour gagner en contraste, avoir des noirs beaucoup plus profonds. C'est assez intéressant comme technique, c'est-à-dire que inversement, du côté de Samsung, on a plus de pics de luminosité qu'on a du côté de TCL. Ainsi, côté Samsung, on est plutôt à 1570-1600 candelas par mètre carré. Pour rappel, le X10 qui était juste phénoménal, on était à 2000 candelas par mètre carré. Oui, mais attention, le contraste n'était que de 4000 pour 1 sur le X10, je vous le rappelle, et 7850 pour le Samsung. Donc ça veut bien dire qu'ils ont travaillé sur le contraste pour avoir des noirs plus profonds. En termes de local dimming, vous savez les zones, le nombre de zones pour les mini LED, on a 160 zones pour le 65 pouces et 120 zones pour le 55 pouces. Écoutez, c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas révolutionnaire, on n'est pas encore aux 3000 zones que j'avais annoncé pour les futurs mini LED qui arriveront en 2022-2023. Les hauts de gamme TCL, c'est ce qu'ils annoncent, hein, plus de 3000 zones pour 2022-2023. Mais voilà, ça fait quand même plus de zones qu'à XH90 de Sony qui avait 32 zones pour rappel. Donc, il y a du blooming. Forcément, il y a toujours du blooming, d'ailleurs PP World l'a très très bien montré. Mais effectivement, ça diminue un petit peu l'étalage du blooming, et surtout ce contraste permet quand même de diminuer un peu l'effet blooming, même si on n'est pas encore sur du OLED, loin de là. Donc c'est un très très bon téléviseur, sauf que moi j'ai tiqué sur un point que n'a pas trop relevé d'ailleurs PP World, qui pourtant connaît bien l'affaire, hein, puisqu'il en a déjà parlé en janvier, c'est la puce Mediatek qui est à l'intérieur de ce TCL C825, une fois de plus. Et c'est assez marrant parce que le test qu'a fait Vincent sur le A80J de Sony, il a relevé ce point d'ailleurs Vincent, et il l'a noté et il l'a avancé également dans sa vidéo, c'est-à-dire que grosso modo, vous avez encore des problèmes sur le HDMI 2.1. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas du 4K 120 Hz, ils font tous du 4K 120 Hz. Même le XH90 de Sony fait du 4K 120 Hz, je vous rappelle. Mais ils ont tous le même problème, le même symptôme, peut-être qu'ils utilisent tous la même puce. En l'occurrence, ce serait la Mediatek 5895. En tout cas, c'est celle-là qu'il y a dans tous les téléviseurs Sony et probablement sur la PS5 aussi, qui gère le HDMI 2.1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez deux prises HDMI 2.1 déjà, et non pas 4 comme LG. Hein. LG a son propre système. Ils ont fait leur propre système de façon à avoir 4 prises HDMI 2.1 et non pas 2 actives. Et si jamais vous utilisez le eARC, l'entrée eARC, eh bien dans ces cas-là, vous n'avez plus qu'une prise HDMI 2.1 4K 120 Hz. L'autre n'est plus 4K 120 Hz. C'est important de le savoir. Et c'est les mêmes symptômes pour tous les téléviseurs. Le même symptôme également, c'est que si vous activez le Dolby Vision, eh bien vous ne pouvez pas faire du 4K 120 Hz Dolby Vision, avec la Xbox Series X par exemple. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez baisser à 4K 60 Hz Dolby Vision. Il y a également un petit effet de postérisation apparemment si vous êtes en 4K 120 Hz. C'est typique de la puce Mediatek. Ce qui veut dire pour moi que c'est la même puce Mediatek dans les Sony que dans le TCL, que d'ailleurs dans certains modèles Panasonic que dans la PS5. Et donc on parle de VRR, Variable Refresh Rate, et de ALLM, Auto Low Latency Mode, dans tous ces téléviseurs. Vous savez qu'actuellement, Vincent d'ailleurs l'a précisé, sur le A80J, eh bien ils attendent également un futur firmware, comme sur le XH90, la PS5, le A90J, etc., etc., pour implémenter le VRR et le ALLM en l'occurrence. Ça veut dire qu'il n'est toujours pas là depuis septembre 2020, je vous rappelle, pour le XH90 quand même. Donc pour moi, il y a un vrai problème technique, je ne cesse de le répéter. Sur les puces Mediatek. Et bien dans ce TCL C825, on a la même puce. Alors apparemment, il y aurait le VRR et le ALLM, mais est-ce qu'il est en 4K 120 Hz? C'est ma question. C'est-à-dire que si on active le mode 4K 120 Hz, qu'on est vraiment en 4K 120 Hz, est-ce que le VRR et le ALLM fonctionnent encore? C'est la question que je pose d'ailleurs à mes abonnés qui ont le TCL C825, à Fred par exemple, s'il est capable de mettre un jeu 4K 120 Hz et de voir si le VRR est encore là.
parce que pour moi, il n'y est pas. C'est-à-dire que tous ces téléviseurs ont le même problème avec cette puce Mediatek. Ça n'est pas catastrophique, je vous rassure, le TCL C825 est un très très bon téléviseur et je le conseille à tous ceux qui ne veulent pas du OLED, qui ont par exemple peur du marquage ou alors qui sont dans une pièce très lumineuse parce qu'il a en plus de l'anti-reflet qui est pas si mal que ça, qui ne vaut pas les Samsung, parce que les Samsung sont les rois de l'anti-reflet, mais qui reste meilleur que le OLED parce que mon LG, en l'occurrence mon LG C10 que j'ai chez moi, eh bien il y a du reflet, je peux vous le dire quand même que la dalle elle est assez réfléchissante, ce n'est pas non plus catastrophique, mais si vous avez une fenêtre directement sur le téléviseur, ce n'est pas bon du tout, je vous le dis tout de suite, en pleine journée, vous aurez beaucoup de reflets, et sur ce TCL C825, vous en aurez moins visiblement. Donc c'est un écran qui a une très belle image, il faut le reconnaître, qui aura du blooming, c'est pas du OLED, mais qui a un très bon taux de contraste, une très belle colorimétrie. En plus, effectivement, il est gaming, hein, en temps de latence, il est très très bon, il a moins de 16 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une image de décalage en 4K 60 Hz. Alors c'est important, ils n'ont pas fait de mesure en 4K 120 Hz, à PP World, par exemple, Vincent le fait. Vincent l'a fait sur le A80J en l'occurrence, donc il y a moins de 16 millisecondes quand on est en 4K 60 Hz, par exemple, sur le A80J. Et quand on passe en 4K 120 Hz, il y a moins de 8 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une image de décalage, et c'est très important, moins d'une image de décalage vis-à-vis du moment où vous appuyez sur votre manette. Bref, c'est un très très bon écran pour le prix, et moi je peux que vous le conseiller. Visiblement, en tout cas, il est estampillé par maintenant PP World, et c'est déjà l'essentiel. D'ailleurs, j'attends les tests de HDTV Test de Vincent pour avoir une confirmation, mais je suis plutôt optimiste sur cet écran, et les numériques aussi, j'attends leurs tests bien entendu. Parlons maintenant de ce test, les numériques, un site que j'apprécie beaucoup et leur article est vraiment bien détaillé, je l'ai trouvé très très bien construit, il est très intéressant, bien entendu vous aurez le lien en description. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils ont testé le FSR, vous savez, ils avaient testé déjà le FSR de AMD, Fidelity Super Resolution, en termes, on va dire, de performance, voir ce que ça donnait en termes de gains sur les jeux, et là ils ont testé en termes de qualité visuelle, et c'est très intéressant. Alors ça va m'amener déjà à un rectificatif. J'avais dit d'ailleurs dans ma précédente vidéo qu'il était inutile et même plutôt coûteux en termes de performance de rajouter comme ça plusieurs styles d'upscaling, plusieurs différentes méthodes d'upscaling. Par exemple le FSR et le DLSS, eh bien ça allait coûter énormément en performance. Oui, mais dans le FSR c'est un peu spécial si on écoute les numériques et c'est très intéressant parce que ce qu'ils disent grosso modo c'est qu'il n'y a ni temporal résolution, comme le TAA Upscaling qui a par exemple dans les Unreal Engine, et je vais en parler, ni de, et c'est surtout ça qui est important, d'anti-aliasing. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun anti-aliasing dans le FSR. C'est quoi l'anti-aliasing? Grosso modo, si vous avez des arêtes, par exemple un escalier qui descend, ou des choses comme ça, ou des bords de marche d'escalier, eh bien l'anti-aliasing, l'upscaling anti-aliasing, va passer d'une image par exemple Full HD en 4K, il va y avoir de l'anti-aliasing qui va se mettre dessus, c'est-à-dire que au lieu d'avoir ces créneaux, parce que vous passez d'une image Full HD à du 4K, donc bien entendu il y a une définition qui est plus mauvaise, on va avoir une image beaucoup moins définie, donc on va avoir des créneaux comme ça sur l'arête des marches d'escalier par exemple, et bien là l'anti-aliasing va se débrouiller pour calculer approximativement les points qui sont intermédiaires, c'est-à-dire mettre, au lieu de mettre voilà un carré comme ça, il va dire, eh ben là le point, je vais mettre un point moyen en termes de couleur et en termes de luminosité, ça veut dire de façon à rendre un peu flou ce bord, de façon à le rendre un peu moins avec des créneaux, de façon à le lisser. C'est ça l'anti-aliasing. Il y a plusieurs couches d'anti-aliasing d'ailleurs qui vont vous permettre d'être de plus en plus fin. C'est l'anti-aliasing 2 fois, 4 fois, 8 fois que vous voyez, mais bien entendu ça demande de la puissance de calcul supplémentaire. Eh bien, le FSR ne fait pas du tout ça. Voilà, le FSR ne s'occupe pas de l'anti-aliasing. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas d'anti-aliasing, par exemple au départ, sur des marches d'escalier, eh bien, le FSR qui va accentuer par contre les détails, c'est sa qualité quand même, il fait quelque chose de le FSR, le Fidelity Super Resolution d'AMD, eh bien, il va accentuer au contraire ce crénelage, cet effet de créneau. C'est ce que montrent les numériques. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il faut de l'anti-aliasing avant le FSR par exemple, pour bénéficier des deux à la fois. Et également, on peut imaginer qu'on pourrait avoir aussi du temporal anti-aliasing upscaling, ce que fait le Unreal Engine 5 par exemple, ou 4 plutôt, et même le 5 dans le futur. C'est-à-dire que le FSR prend directement l'image telle qu'elle arrive et essaye de reconstruire les points manquants, comme je vous ai expliqué. Le temporal anti-aliasing upscaling, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les images précédentes pour essayer de deviner avec les mouvements les points manquants.
Ainsi, il sait que par exemple que dans ce trou-là, où il n'y a pas de pixels, eh bien il va y avoir un bout de robe ou pas de robe et de la brume. Par exemple, avec l'exemple que je vous avais donné, où vous avez comparé justement le TAAU et le FSR, et où on voyait que la robe était bien mieux définie avec le temporal anti-aliasing upscaling, parce qu'il prend les images d'avant, et donc il est capable de comprendre ce qui va manquer, ce que ne fait pas du tout le FSR. Le DLSS, c'est la même chose. Le DLSS, c'est une autre technique pour essayer d'imaginer ce qui manque dans ces points, c'est-à-dire les points manquants, qu'est-ce qu'il doit y avoir normalement. C'est le DLSS, c'est le machine learning, parce qu'il va se baser sur des études qui ont été faites précédentes, et ainsi il va pouvoir dire, ah oui, là c'est une lettre, je sais que c'est un L par exemple, donc je vais mettre du noir versus du blanc. Le FSR ne fait pas du tout ça. Ici, il ne sait pas et il ne le fait pas. Grosso modo, on aura un upscaling de base avec une couleur moyenne, sans doute, un mélange moyen, mais le FSR lui-même ne fera pas grand-chose. Donc la conclusion de tout ça, c'est que pour les numériques, oui, c'est pas une révolution technologique, grosso modo, c'est un rajout, voilà, de AMD. Ça va amener peut-être quelque chose, en particulier en ultra qualité ou qualité, mais ce n'est pas une révolution. Autre fait important et notable, ils disent que pour le 1440p, le Quad HD, eh bien ça n'apporte pas énormément. C'est-à-dire que grosso modo, si vous partez en mode qualité de 960p pour aller à 1440p sur un écran de PC, eh bien vous n'allez pas gagner énormément. Ils ont fait des essais et c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'on gagne beaucoup plus avec des résolutions beaucoup plus grandes, ça veut dire le 4K en l'occurrence, ça veut dire que le FSR est taillé pour du 4K, et si on part de, par exemple, rappelez-vous, de ultra qualité ou de qualité. En dessous, effectivement, ça n'apportait pas énormément. Mais le plus intéressant est sans doute dans la conclusion de l'article des numériques. En effet, rappelez-vous, moi j'ai dit que ce serait très intéressant pour les consoles dans l'avenir, le FSR, le Fidelity Super Resolution de AMD. Et oui, effectivement, imaginez si nous sommes actuellement par exemple sur des jeux sur la Xbox Series X, voire Xbox Series S, mais pas dans la même définition, ou sur la PS5, nous sommes actuellement à 45 FPS en ray tracing sur un jeu, et bien grâce au Ultra Quality et ses 40% en moyenne de gain en termes de FPS, nous pourrions atteindre le Saint Graal des 60 FPS 4K ray tracing sur la plupart des jeux. Et imaginons que nous serions à 70 FPS sans ray tracing sur la plupart des jeux, ce qui arrive souvent, hein. Nous avons un mode performance 4K 60 FPS sur la plupart des jeux sur la PS5 et la Xbox Series X, eh bien nous passerions avec le Quality 70% en moyenne de gain en FPS, nous passerions à 120 FPS 4K sur la plupart des jeux, ce qui ne serait quand même pas négligeable, en particulier pour le multijoueur, tout ce qui est Fortnite, tout ce qui est Apex et j'en passe. Oui, mais les numériques disent que oui, le FSR est là, mais ce ne sera peut-être pas celui qui sera le plus utilisé dans l'avenir. Et oui, parce qu'en fait, il existe déjà des solutions internes aux studios de développement, par exemple Ubisoft, Capcom, on le sait, mais beaucoup d'autres studios, PlayStation, Xbox aussi, entre parenthèses. Alors Xbox, ils ont déjà intégré dans leur kit en preview le FSR, comme quoi Xbox sont très intéressés par cette solution. Vous savez qu'il y a le DirectML, mais le DirectML est plus complexe à mettre en route pour la partie machine learning. Et donc le FSR est visiblement très facile à installer, et donc ils le proposent déjà, et on aura probablement du FSR sur la plupart des jeux qui vont venir. Oui, mais côté PlayStation, ce n'est pas tout à fait la même musique. Je vous rappelle que la PS4 Pro, on avait commencé à avoir du hardware, en particulier sur la PS4 Pro pour faire du 4K, qui n'était pas natif, puisque la PS4 Pro avait du mal à faire du 4K natif, bien entendu. C'était le checkerboard, vous savez, cet effet de damier, c'est-à-dire un pixel sur deux en hardware qui était recomposé par la suite. Marc Cerny en avait beaucoup parlé à l'époque. Et surtout, ils ont leur propre solution logicielle, l'équivalent, on peut dire, en quelque sorte du TAA upscaling, c'est-à-dire un temporal anti-aliasing assez efficace, visiblement, puisque c'est fait par Insomniac. Et oui, Insomniac, encore eux, qui l'ont utilisé sur Spider-Man et qui l'ont déployé sur tous les autres studios, enfin sur un grand nombre de studios PlayStation. Donc PlayStation, c'est pas sûr qu'ils s'intéressent au FSR parce qu'ils ont leur propre solution qui a l'air assez efficace. Et côté bien entendu Xbox, ils vont l'utiliser, mais est-ce que le AMD FSR va perdurer dans le temps? C'est la question des numériques. Eh bien à ça je répondrai plusieurs choses. Premièrement, le FSR c'est la version 1.0, il est sorti d'ailleurs un peu plus tôt que prévu, je présume. Parce qu'en fait, il devait sortir, vous avez entendu parler de ça, normalement à la fin de l'année, mais ça a été peut-être accéléré par le DLSS de Nvidia qui était dans le Unreal Engine 4 et 5 et aussi dans Unity. Donc pour contrer un peu Nvidia, eh bien AMD a décidé peut-être d'accélérer un peu la procédure en sortant une version, on va dire, bêta entre guillemets.
Donc cette version va être améliorée. Il y aura du FSR 2.0, 3.0 et peut-être qu'il y aura du temporal qui sera introduit dans les futures versions et de l'anti-aliasing. Mais je dirais également que c'est une solution qui est assez intéressante en Ultra Quality, car quand même en Ultra Quality, il pèse peu en termes de processing, le TAA Upscaling aussi entre parenthèses, mais il pèse peu en termes de processing, et il est très facile à mettre en œuvre, et il fait quand même gagner 40% en termes de FPS, alors que la qualité est apparemment peu, voire pas du tout dégradée. Donc ça peut être suffisant pour la plupart des jeux actuels en tout cas, et dans les années à venir. Et puis il ne faut pas oublier un dernier point, c'est que le temporal anti-aliasing upscaling et le DLSS, on a signalé quand même quelques problèmes, par exemple des problèmes de ghosting. Et oui, le DLSS comme le temporal anti-aliasing upscaling étudie ce qu'il y avait avant. Alors le DLSS va l'étudier avec du machine learning, le temporal anti-aliasing avec des images précédentes, mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien parfois, ils se trompent, ces deux systèmes se trompent et vont créer du ghosting, vous savez, des images fantômes, parce qu'ils croient, les deux systèmes, qu'il y a, par exemple, un personnage, alors que le personnage a bougé et n'est plus là. Et donc on peut avoir un léger effet de ghosting, voire d'autres artefacts qui viennent s'intégrer dans les images. Là où le FSR est transparent, parce que le FSR ne regarde que l'image actuelle et rien d'autre, et donc ne peut se tromper. À la rigueur, il ne va pas faire grand chose, il ne va pas améliorer d'une façon fantastique l'image, mais au moins il ne va pas introduire des artefacts, des données qui sont fausses. Donc chaque système a un peu son avantage et son inconvénient. On verra donc si le FSR est utile, parce qu'effectivement il faut quand même de l'anti-aliasing avant, c'est un peu obligatoire, donc peut-être que les développeurs préféreront un système qui a tout intégré, comme le TAA Upscaling par exemple, de Unreal. N'oublions pas que chez Xbox, en plus, il y a plein de jeux qui vont arriver avec Unreal Engine 5. Et oui, le studio qui développe Gear va nous faire d'ailleurs une démonstration très bientôt de l'Unreal Engine 5. Il y a d'autres studios qui l'utilisent, comme Ninja Theory qui fait Hellblade 2. Donc bien entendu, le FSR ne sera pas utilisé par tous les studios Xbox. Voilà, donc en conclusion, je dirais que le FSR est quand même très intéressant en Ultra Quality, voire en Quality sur les consoles pour faire du 120 FPS. Ce n'est bien entendu pas encore le Saint Graal, on verra dans l'avenir comment AMD va faire évoluer son système pour qu'il soit utilisé au maximum par le plus de studios de développement au monde. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!